Le 12 mai 2024 sortait une vidéo de Théophile dans laquelle il parlait des crypto-monnaies. Et spoiler, il explique dans cette vidéo pourquoi est-ce qu'il n'investit plus dans cette classe d'actifs. Il y présente 11 points, 11 arguments qui selon lui justifient ce choix. Dans ce qu'il dit, il y a un peu de vrai mais également beaucoup d'absurdité et que je voulais reprendre avec vous dès maintenant. Forcément, tout le monde s'est empressé de reprendre sa vidéo sur les réseaux sociaux, comme c'est le cas avec Crypto Minotaur, dont j'aime beaucoup les publications, qui aime bien, châtie bien, comme on dit, tant que c'est fait dans la bonne humeur et dans la joie, entre guillemets. Mais en tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que Théophile, tu es en train de prendre cher. Est-ce que c'est justifié ? Est-ce que ce n'est pas le cas? Eh bien, c'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. En tout cas, j'espère que tu verras cette vidéo parce que selon moi, tu es resté en 2020, voire avant. Tu utilises certains arguments comme celui de l'énergie, du blanchiment d'argent, de la réglementation qui ne sont plus à jour et qu'il faudrait revoir. Or, pas mal de choses ont changé depuis et c'est ce que j'aimerais te prouver aujourd'hui. Alors, pourquoi selon moi, tu es resté en 2020? Parce que pour preuve, ce bouquin, je l'ai écrit il y a 2 ans. D'accord. Et déjà, les arguments, les éléments de réponse qu'on peut trouver dedans peuvent servir de contre-argument à ce que tu dis dans ta vidéo. Comme par exemple la consommation énergétique excessive du Bitcoin, le terrorisme et le blanchiment d'argent, spéculation inutile, bulle sans valeur, volatilité astronomique, tu parles de la volatilité à un moment donné, etc. Bref, j'espère que cette vidéo vous plaira. Si c'est le cas, merci de lâcher un pouce bleu. Abonnez-vous à la chaîne également pour ne pas louper les prochaines vidéos de ce style. Et sur ce, pour vous laisser le temps de le faire, eh bien on va lancer l'intro. Je tiens à préciser dès le début de cette vidéo que la miniature est forte, c'est fait exprès, c'est pour attirer du monde. Derrière, j'ai totalement conscience que Théophile, tu connais beaucoup de choses, certainement plus que moi, sauf visiblement dans la crypto-monnaie. C'est pourquoi je fais cette vidéo aujourd'hui. Je vais donc prendre un petit instant pour remettre les églises au milieu des villages, les points sur les i, parce que tu as raconté pas mal de conneries. Ton premier argument que tu développes pratiquement pendant les 2 premières minutes de ta vidéo, c'est la non-transparence de la plateforme Binance. Et j'ai envie de dire que mettre en avant les défauts d'un échange centralisé pour dénigrer les crypto-monnaies n'a aucun sens. C'est comme appuyer sur les défauts de BNP Paribas, de Crédit Agricole pour dénigrer l'euro. Ça n'a aucun sens. Binance ne représente pas à lui seul la totalité du marché crypto. Loin de là. Certes, c'est la plateforme qui traite le plus de transactions sur le marché actuellement, mais ce taux est en train de diminuer au fur et à mesure que le temps passe, au profit d'autres exchanges centralisés comme KuCoin, Bybit, Gate.io, Ascendex, etc. Et là, je cite que des exchanges centralisés, mais il y a également des DEX, donc des exchanges décentralisés qui prennent du poil de la bête et qui sont en train de se développer de plus en plus. Donc même si Binance, c'est le géant de la sphère crypto, si demain tu veux partir de Binance pour aller sur une autre plateforme, tu peux, et des choix, il y en a des centaines. Tu peux d'ailleurs choisir une plateforme qui a le PSAN, donc qui est accréditée en France, qui est régulée, et si Binance fait faillite, eh bien peut-être que sur le court terme, et sûrement que sur le court terme, le prix du Bitcoin en pâtirait, mais sur le long terme, mais tout le monde s'en foutra, c'est un petit peu comme FTX. FTX aujourd'hui, hormis les gens qui ont perdu de l'argent dedans, tout le monde s'en fout, ça y est, on est passé à autre chose. Binance, ça serait pareil. Donc, parler de Binance uniquement pour dénigrer le Bitcoin, voilà, l'argument n'est pas valable. C'est un acteur parmi bien d'autres. Et eux, s'ils font des conneries, ça ne représente pas le marché de la crypto en général. De plus, tu parles du refus de tempérer du CEO de Binance, donc CZ. Or, aux dernières nouvelles, il fut contraint de quitter Binance pour justement se plier pleinement aux attentes des différents régulateurs. Et que donc, à l'inverse de ce que tu dis, eh bien ça avance dans le bon sens. Aujourd'hui, il me semble que Binance n'a pas encore de siège social prédéfini dans un pays à part entière. CZ à l'époque rigolait en disant voilà, que Binance était une plateforme décentralisée, mais avec le nouveau PDG à la tête de Binance, c'est en train de changer, donc il me semble que c'est un pro-américain, je ne sais plus trop quoi. Mais voilà, il y aura un siège social, il y aura un audit de fait, donc pour remettre en question ce que tu disais dans ta vidéo. Donc encore une fois, même si Binance par le passé faisait des choses un petit peu douteuses et pas très catholiques, aujourd'hui c'est en train de changer. Non mais regardez, dans ce même article, il y a une petite rubrique concernant Richard Teng, qui est le nouveau PDG de Binance, avec un profil réglementaire très affirmé, dont l'objectif annoncé dès sa prise de position est de faire entrer l'exchange dans le moule dessiné par les instances de régulation. Ok, bref, premier argument, poubelle. Ensuite, tu parles du ralentissement de la blockchain en disant, je cite, que les plus gros acteurs influents, vous savez quoi, plus gros acteurs influents au monde vont ralentir de mieux qu'ils peuvent l'évolution, l'expansion des crypto-monnaies, de la blockchain. Qui sont-ils les banques et les gouvernements? Ah oui, je me disais bien pourquoi ça allait vite, c'est parce que j'étais en x2. Et sur ce deuxième point, je ne vais pas te contredire à 100%. Effectivement, aujourd'hui encore, il y a des acteurs qui sont anti-crypto, qui veulent même pas en entendre parler. Même si ça va de mieux en mieux, c'est encore le cas.
Cependant, ce qui me chiffonne, c'est que tu mets la blockchain dans le même panier que les crypto-monnaies. Or, c'est deux choses complètement différentes. La crypto-monnaie utilise la technologie de la blockchain, mais l'inverse n'est pas vrai. Si demain les crypto-monnaies disparaissent, j'en suis persuadé, je mets ma main à couper, que la technologie de la blockchain va continuer à proliférer. Ok, donc la blockchain, on vire. Maintenant, on reprend ta phrase avec uniquement la partie sur les crypto-monnaies. Donc pour rappel, tu dis que les gros acteurs mondiaux influent et essayent de ralentir l'expansion des crypto-monnaies. Donc autant cet argument était très vrai en 2017, autant cet argument en 2021 était vrai mais était discutable, autant aujourd'hui c'est en train de changer. Hein. On monte encore d'un grade. Et pour preuve, je ne vais pas aller plus loin que ma dernière vidéo sur ma chaîne YouTube. Voici la vidéo, je vais essayer de vous retrouver le passage qui m'intéresse. Le voici, ça dure de 7 minutes 30 à grosso modo 10 minutes. Et en 2 minutes 30, je vous dis toutes les entités, toutes les entreprises, toutes les banques qui, au cours des 10 derniers jours, voire pour les plus anciens au cours des 20 derniers jours, ont annoncé détenir des ETF Bitcoin. Lorsque tu vois la plus grande banque de la Suisse avec UBS, la plus grande banque des États-Unis avec JP Morgan, certaines des plus grandes banques du Canada, dont la Bank of Montreal, certaines des plus grandes banques de France avec BNP Paribas, il y a également Crédit Agricole, BNP Paribas qui est une banque systémique au même titre que HSBC, hein, ça vous parle, la banque de Hong Kong. Donc oui, ils ne possèdent pas réellement leur propre Bitcoin, ils investissent tous via l'ETF, mais forcément c'est cette simplicité que le marché attendait. Et depuis que BlackRock a tiré le coup de feu, a lancé le feu vert, eh bien, tout le monde est en train de se précipiter pour ne pas être le dernier entrant. C'est la fameuse théorie des jeux. Les premiers seront gagnants, les derniers seront perdants. Mais donc, est-ce qu'on peut parler de réticence? Non, on ne peut plus parler de réticence, on peut parler d'acceptation, de modification de règles si vous voulez. Les banques, et je viens de vous en faire la preuve avec uniquement les données d'il y a quelques jours. Et d'ailleurs, attendez, avant de tourner la vidéo, là, je suis tombé sur... Je vous laisse faire vos propres recherches, mais littéralement, il y a 1 heure, au moment où je tourne cette vidéo, donc il y a 1 heure, sortait ce post où Morgan Stanley divulgue visiblement avoir des ETF Bitcoin spot d'une valeur de 270 millions de dollars. Le fonds manager Pinridge Advisors, que je ne connais pas du tout, mais on s'en fout. Pourquoi? Parce qu'ils ont investi pour 205 millions de dollars dans l'ETF. Puis, dernière petite nouvelle, c'est le CME Group qui, eux, veulent lancer une plateforme de trading spot Bitcoin. Ça, c'était quand? C'était il y a 2 heures et demie. Et voilà, donc les news tombent les unes après les autres. Une banque après l'autre, une entreprise après l'autre, un État très prochainement après l'autre. Donc non, la réticence n'est plus de partie. Donc bien évidemment, le catalyseur le plus important, c'est l'ETF Bitcoin Spot, sans lequel tout ça n'aura pas été possible. Donc il a été lancé aux États-Unis, par la suite à Hong Kong. Là, il y a la Corée du Sud qui parle de lancer un ETF Bitcoin Spot. Il y a le Canada, il y a l'Australie qui prévoit également de le faire. Qu'est-ce que tu veux, Théophile, que je te donne d'autres comme exemple? Les banques investissent en crypto, ils ont compris le potentiel et veulent leur part du gâteau. Donc, l'ère des banques, quand elles étaient réticentes, est révolue. C'est derrière nous. À 2 minutes 11, tu dis qu'elles freinent l'expansion car les banques vont faire faillite et vont perdre beaucoup d'argent. Ça semble très logique, cependant, mets-toi à leur place. Lorsque tu fais tout ce qu'il y a en ton pouvoir pour freiner quelque chose et que cela ne marche pas, qu'est-ce que tu finis par faire? Eh bien, c'est d'accepter la chose et de faire en sorte pour qu'elle te soit la plus bénéfique possible. C'est là où nous en sommes actuellement avec les banques, les entreprises et les gouvernements. Et j'en parlais tout à l'heure, la fameuse théorie des jeux. Le dernier entrant sera perdant, donc autant être le premier. Et encore, je ne parle pas des gouvernements, je ne parle pas du Salvador qui a accepté le Bitcoin comme une monnaie officielle au sein de son pays, je ne parle pas de l'Ukraine, ni de la Libye, ni du Venezuela, ni du Maroc, je ne sais plus trop quel pays avait déjà accepté le Bitcoin et en achète justement pour se prémunir contre l'inflation de leur monnaie fiat. Mais c'est très fort ce qui se passe. Et bref, ton deuxième argument tombe à l'eau. Ensuite, on en vient à l'argument le plus intéressant, c'est celui concernant le coût énergétique. Encore un argument de 2017, et ce qui m'emmerde le plus, c'est qu'on compare à chaque fois ce qui est incomparable. Pourquoi comparer Bitcoin à un État? J'ai marqué consommation énergétique Bitcoin, effectivement c'est ce qui sort en premier, mais pourquoi faire? Donc ok, sur le papier ça fait beau, pour faire du drama c'est parfait, mais faire une telle comparaison, c'est comme comparer l'ampoule de votre cuisine au phare droit de votre voiture. Ça n'a aucun sens. Les deux ont des fonctions différentes, ils ont des natures différentes, donc autant comparer ce qui est comparable. Et t'en fais pas, c'est ce que je vais faire. Et pour cela, je vais m'adresser à deux types de personnes. Ceux qui considèrent Bitcoin comme étant un mode de paiement à part entière, et ceux qui, de l'autre côté, considèrent Bitcoin comme plutôt étant une réserve de valeur par excellence. C'est rare que les deux soient d'accord. Donc, si tu te trouves dans la première catégorie, eh bien, pour que ça fasse sens, il faudrait comparer la consommation énergétique du Bitcoin à celui des systèmes de paiement mondiaux comme Visa ou Mastercard, ce qui fait déjà beaucoup plus de sens. Je peux vous garantir que vous serez surpris par les résultats. Si à l'inverse, tu ne considères pas Bitcoin comme étant un mode de paiement, donc c'est discutable, mais c'est un autre débat, pas de panique, on pourrait tout aussi bien comparer le coût énergétique du Bitcoin
Bitcoin à celle de l'exploitation minière de l'or. Nous avons deux actifs considérés comme étant des valeurs refuges, donc l'or et le Bitcoin, et dans ce cas, nous réalisons véritablement une comparaison rationnelle. Et qu'est-ce qui pollue le plus? Est-ce que c'est le Bitcoin? Est-ce que c'est l'or? Encore une fois, lorsque vous poussez vos recherches, je peux vous garantir que vous serez surpris de la réponse. Donc cet argument du coût énergétique a été déjà démenti d'innombrables fois et on en parlait déjà dans ce bouquin. De plus, en mettant tout cela de côté, il y a une grosse incompréhension qui est faite quant à l'utilisation de l'énergie lors du minage de Bitcoin. Parce que, en fait, la majorité de l'énergie utilisée, c'est de l'énergie renouvelable. Et attends, je sais ce que tu vas dire que c'est tout à fait pareil, ça reste de l'énergie, on pollue, or ça n'a rien à voir. Et je vais m'expliquer. On va prendre un exemple d'école, un exemple très simple, un barrage, une ville. La ville a besoin d'une certaine quantité d'énergie, qui est toujours la même. Le barrage, lui, en revanche, il ne travaille pas de façon linéaire, mais en intermittence. Lorsqu'il pleut beaucoup, il va produire beaucoup d'énergie. Lorsqu'il pleut plus, lorsque c'est une période de sécheresse, il ne va plus rien produire. Et donc, lorsqu'il arrive en bas ici dans le creux, eh bien, il faudrait tout de même qu'il puisse subvenir aux besoins de la ville. Ok, ça, vous le gardez en tête. Eh bien, qu'est-ce qui se passe lorsque le barrage commence à produire encore plus d'électricité parce que, par exemple, il pleut beaucoup? Eh bien, cette énergie-là, d'accord, qui produit en surplus, va être jetée, va être libérée dans la nature. Pourquoi? Parce que tout simplement, on ne peut pas stocker de l'énergie. Et donc, cette énergie qui normalement devrait être jetée, eh bien, les mineurs vont venir l'utiliser parce que le barrage, enfin, les gens qui sont derrière préfèrent vendre cette énergie qui normalement aurait été perdue, pas cher, plutôt que de ne pas la vendre du tout. Donc la ferme de minage arrive au pied du barrage, elle se branche au barrage et commence à utiliser cette énergie en surplus. Et donc cette même énergie qui à la base devait être perdue, d'accord, c'est de l'énergie recyclée en quelque sorte, eh bien elle va rentrer dans le bilan à la fin du Bitcoin. On va pouvoir voir 20, 30, 40 terawatts utilisés par le Bitcoin, ce qui est très polluant, etc. Sauf que ce qu'on ne prend pas en compte, c'est que cette énergie-là, normalement, elle aurait été tout de même perdue dans la nature. Et ça, c'est un exemple parmi bien d'autres. Il y a aussi les torchères. Vous savez, lors des exploitations pétrolières, il y a un gaz qui s'échappe, un gaz très polluant. Voici une photo de ce que c'est. Et donc ça, c'est un gaz qui se libère dans la nature, sauf que ce gaz est tellement polluant qu'il l'allume. Donc ça pollue toujours énormément, mais moins que de libérer le gaz dans la nature. Ok. Eh bien, construire un réseau de distribution pour réutiliser ce gaz coûterait énormément d'argent, c'est pour ça qu'ils ne le font pas. Or, les mineurs de Bitcoin, qu'est-ce qu'ils font? Eux, ils peuvent bouger, ils ne sont pas géodépendants. Donc, ils vont venir au pied des stations pétrolières ou ce type d'installation-là, ils vont venir brancher leur machine et utiliser ce gaz avec une toute petite installation de distribution qui coûterait pas cher pour le coup, pour miner des Bitcoins. Et ça aussi, on ne le prend pas en compte dans le bilan de fin d'année de la consommation énergétique du Bitcoin. Bref, ça aussi, j'en parle en long et en travers dans mon bouquin, mais c'est quelque chose qu'il faut garder à l'esprit. C'est que, ok, à la fin, dans ta vidéo, Théophile, tu présentes ici voilà, que Bitcoin utilise 143 terawatts d'énergie, mais garde à l'esprit qu'une grande partie de cette énergie, c'est de l'énergie renouvelable qui aurait été normalement perdue ou qui est utilisée pour polluer encore moins la planète. Bref, donc tu peux facilement diviser ce nombre par 2, voire par 3. Après oui, il y a encore des exploitations comme au Kazakhstan qui utilisent du charbon. Là, pour le coup, c'est très polluant, mais c'est en train de changer. Pourquoi? Parce que la théorie des jeux fait que les mineurs, lorsqu'ils sont perdants, ils vont aller chercher de l'énergie pas chère. Qu'est-ce que je t'ai dit tout à l'heure? L'énergie pas chère, c'est celle des barrages hydrauliques qui, lorsqu'ils sont en surplus, ne savent pas quoi en faire de l'énergie et donc ils la revendent pour pas cher. Et plus le temps avance et plus je t'assure, tu regardes les différents documents qui sortent, les différents rapports, etc. Plus le temps avance et plus l'énergie renouvelable au sein du minage du Bitcoin explose, augmente de plus en plus. Juste, je me permets de terminer ce dernier point avec ce que tu as dit à 3 minutes 15, tu as parlé de la Chine qui a interdit le minage parce que cette pratique est polluante. Je ne peux pas te contredire à 100% ici parce que je ne suis pas dans leur tête et je ne sais pas à quoi ils pensent. Donc oui, il y a moyen que ça en fasse partie des différentes raisons, sauf que je suis persuadé qu'il y a également d'autres raisons. Et que, c'est là où je veux en venir, et que dire que la Chine a banni le Bitcoin uniquement pour des raisons climatiques et énergétiques, c'est faux. Il y a d'autres raisons qui sont d'autant plus importantes, comme tout simplement la sortie de leur MMBC, la monnaie nationale de banque centrale. Ils en ont sorti une, ils font plein de trucs trop chelous, comme par exemple une monnaie périssable. Je ne sais pas si vous avez vu des articles sur ça, c'est-à-dire que les gens reçoivent leur paye, ils ont 1 an pour utiliser leur monnaie, après quoi elle périt. C'est un exemple concret, un moyen drastique pour obliger la population à consommer. Donc ça, c'est possible avec leur MNBC. Sauf que s'il y avait le canot de sauvetage Bitcoin pour que les gens convertissent leur MNBC en Bitcoin, eh bien tout cela tombait à l'eau. C'est pourquoi ils ont interdit les crypto-monnaies dans leur globalité. Et je me souviens que tout de même, il y a des gens qui utilisaient Bitcoin, qui utilisaient les crypto-monnaies. Il y avait des hauts gradés, certains fonctionnaires de l'État qui étaient emprisonnés parce qu'on avait appris qu'ils détenaient des crypto-monnaies chez eux. Bref, ça allait très loin. Et devinez quoi? Malgré tout,
malgré ce qu'on raconte, il y a des fermes de minage qui sont restées en Chine. Et pourquoi, à ton avis? Car tout simplement, miner du Bitcoin est très bénéfique. Je viens de te donner l'exemple des barrages hydrauliques. Eh bien, effectivement, lorsque tu construis un barrage hydraulique, il faut également construire le réseau de distribution. Je m'étais pas mal renseigné sur ça, c'est vraiment passionnant, sauf que le réseau de distribution coûte autant, voire plus cher que le barrage à construire lui-même. Et parfois, on n'a pas toujours les fonds nécessaires. Donc qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'on va construire le barrage, on va le mettre en route et on va utiliser l'énergie uniquement pour miner des bitcoins. Ces bitcoins minés, on les vend sur le marché, d'accord? Donc le prix de minage il est vraiment pas cher, on fait beaucoup de bénéfices. Et ce bénéfice, au bout de quelques mois, au bout de quelques années s'il faut, on le réinvestit pour créer le réseau de distribution. Et au final, un réseau qui nous aura coûté rien du tout, peanuts. C'est pourquoi il est très bénéfique d'utiliser ce type d'infrastructure pour avancer. Concernant le quatrième point, le manque de liquidité, eh bien écoute, je n'ai pas grand-chose à redire ici, peut-être hormis le choix du titre, mais on va y revenir. Tu dis que les gens achètent une tasse en Bitcoin, très bien. Le Bitcoin monte et c'est là où les galères commencent parce qu'en fait, les gens qui ont utilisé des Bitcoins pour acheter cette tasse vont demander un remboursement en Bitcoin parce que leur Bitcoin vaut plus cher. Ça me paraît logique et donc dis-moi si je me trompe, mais en écrivant en titre le manque de liquidité, ce que je comprends, c'est que tu remets en cause, et peut-être que je me fais des idées, mais tu remets en question une des trois fonctions principales d'une monnaie, à savoir que c'est une unité de compte. Donc pour résumer, Aristote avait dit qu'une monnaie, elle servait en tant que moyen d'échange, c'était une unité de compte, et c'était une réserve de valeur. Trois fonctions différentes. Bitcoin, aujourd'hui, est un moyen d'échange, et elle peut servir de réserve de valeur. Ça a été démontré. Cependant, je suis d'accord avec toi pour dire que ce n'est pas encore une unité de compte à cause de sa volatilité. Donc, si c'est quelque chose que tu essaies de mettre en avant dans ta vidéo, je suis d'accord avec toi. Aujourd'hui, Bitcoin ne me permet pas de mesurer le prix d'un café, le prix d'un ticket de métro, le prix d'un repas dans un restaurant, etc. Et même si on le mesure en Satoshi, parce que le Satoshi c'est 1/8 d'un Bitcoin, c'est l'unité la plus élémentaire d'un Bitcoin, et bien même en Satoshi, c'est pas possible parce qu'il est trop volatile. La volatilité pose un problème ici. Ensuite, j'aimerais rajouter qu'aucun actif au monde n'est stable et fluctue dans le temps, que ce soit vos monnaies fiat ou autres. Et donc, Bitcoin, lui aussi fluctue, même si sa volatilité est plus importante que sur ses autres actifs. Mais là où je voudrais en venir, c'est qu'avec le temps, ça va changer. C'est déjà en train de changer. Plus la capitalisation boursière du Bitcoin va augmenter et plus sa volatilité va se stabiliser, elle va diminuer. Là où aujourd'hui Bitcoin perd entre 10 et 20% en une journée, eh bien il y a 5 ans, il perdait 30 ou 40% en une journée. Et ça se trouve, dans 10 ans, il ne perdra que 2 ou 3% en une journée. Parce que voilà, pour une même quantité d'argent, vu que la market cap a augmenté, eh bien, il est plus difficile de faire bouger le prix. C'est mathématique, c'est normal, c'est logique. Aujourd'hui, on sait que la market cap, la capitalisation boursière du Bitcoin, vaut approximativement 1/8, 1/9 de celui de l'or. Donc, imaginons que dans un avenir proche, avec tous ces ETF, etc., là, tous ces investissements des banques, des entreprises, le Bitcoin se hisse au même niveau que l'or, eh bien sa volatilité pourrait très bien être divisée par 4, voire 5, voire peut-être plus. Donc voilà, petite projection sur le futur, ce n'est pas encore le cas, donc oui, ton argument pour le coup est valable, à l'avenir ça va changer, mais ok, ton troisième argument, pas de poubelle, on le garde. Par contre, ce que je voulais dire également, c'est que la première chose qui m'a traversé l'esprit lorsque j'ai écouté ton exemple, c'est que pourquoi pas convertir les bitcoins lors de la transaction en monnaie fiat. Par exemple, si ta tasse a coûté 20 euros et que ça vaut 1 bitcoin, pour des raisons de simplicité, 20 euros 1 bitcoin, eh bien imaginons que ton bitcoin en 2 semaines, il a fait un x2, donc il vaut 40 euros maintenant. Eh bien si jamais tu demandes de te faire rembourser, eh bien l'entreprise pourrait dire, ok, regardez dans les CGV, c'est indiqué que si vous faites rembourser, vous reprenez des bitcoins, mais au même montant que ce que vous avez acheté la tasse en monnaie fiat. Donc si elle vous a coûté 20 euros lors de l'achat, eh bien vous allez recevoir le même montant en bitcoin, mais l'équivalent de 20 euros. Autrement dit ici, 0,5 bitcoin. Donc voilà, ça résout parfaitement le problème, donc plus besoin de se prendre la tête avec ça. Alors oui, il y en a plein qui vont grincer des dents, surtout les bitcoins maximalistes. Donc pourquoi est-ce que je convertis le bitcoin en euros? Pour eux, bitcoin c'est la valeur référence. Cependant, tant que l'hégémonie américaine reste omniprésente dans le monde entier, eh bien c'est malheureux, surtout pour nous, pour vous, parce que eh bien, le transfert, la conversion du bitcoin en monnaie fiat, en dollars ou en euros, peu importe, est toujours d'actualité. Elle est inévitable. Ça va changer, c'est déjà en train de changer avec les différentes guerres qui ont éclaté autour du globe, avec les BRICS qui sont en train de mettre en place, qui prennent des initiatives pour bien balayer cette hégémonie américaine du monde. Hein, les BRICS, pour info, c'est le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et l'Afrique du Sud. Mais pour le moment, ça reste d'actualité. Le dollar, c'est la devise maître du monde. Ensuite, pour beaucoup, le Bitcoin n'est pas prévu pour des dépenses courantes.
Là aussi, c'est à discuter, parce que dans le white paper, Satoshi Nakamoto disait bien que c'est un moyen d'échange de pair à pair, donc autrement dit, il avait la même fonction qu'une monnaie. Mais pour beaucoup, il est considéré comme étant une réserve de valeur, et si on part de ce principe-là, alors effectivement, ton argument ne tient plus la route, parce que Bitcoin n'a pas été conçu pour des paiements. Il y a d'autres actifs qui le permettent. Mais pourquoi pas? Sur ce point, je n'ai pas d'autres choses à rajouter. J'ai déjà fait un petit peu de hors-sujet, mais écoutez, la vidéo, je pense qu'elle va durer déjà 20 minutes avec ce que je viens de raconter. Si jamais ce format vous plaît, eh bien, je ferai une partie 2 et une partie 3 pour répondre aux autres points de Théophile. Ils sont juste là. Ils sont tous plus ou moins intéressants. Donc, encore une fois, il y a des choses qui sont vraies. Il y a d'autres passages, par contre, qui sont vraiment pas vrais parce que ça a été démontré déjà, ça a été démenti plusieurs fois et que je pourrais reprendre dans de futures vidéos. Donc, n'hésitez pas à liker cette vidéo si elle vous a plu. Si vous voulez une autre vidéo de ce style pour reprendre les autres points, dites-le moi en commentaire. Les amis, sur ce, je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. Ciao, ciao.